Alors du coup, je vais rappeler pour me rejoindre Sandrine Klaus de Isopia, qui est directrice scientifique, donc on vous a vu tout à l'heure présenter. François Lelier, qui a présenté aussi. Nous avons Vincent Thomas de Bioaster qui va nous rejoindre, qui est alors en recherche sur les microbiotes. Vous pourrez redire un mot. Et puis Mathieu Fontaine de Matpharma, qui va nous rejoindre, voilà, qui est spécialiste des microbiotes intestinaux. C'est ça. Qui est spécialiste des microbiotes intestinaux. Je vous laisserai vous présenter. La propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle. Oui, c'est ça, pardon, excusez-moi. Propriété intellectuelle. Mais justement, c'est les thèmes qu'on va évoquer avec le reste de la table ronde. Donc, on a parlé de l'open innovation et de ce besoin de partage. Et puis, vient la question de la mise en œuvre. Et c'est une question qui est vraiment pas facile. Donc, on a une première question qui est autour de ces espaces de données mutualisés. Est-ce que vraiment ils soutiennent l'innovation? Est-ce que on va pouvoir stimuler cette innovation sans problème d'IP, de concurrence, etc. Donc, je vais m'adresser à Sandrine et François, peut-être pour répondre à ces questions. Oui, moi je pense que effectivement la mutualisation des données, des connaissances en général est plutôt porteur, stimule l'innovation. J'ai en tête des exemples, notamment dans l'industrie pharma, où il y a quelques années, il y a eu des consortia pré-compétitifs qui ont été mis en place, où une grande quantité de données pour identifier des cibles thérapeutiques particulières a été partagée. Et puis ensuite, chacun est reparti de son côté avec les cibles à traiter et a pu développer des produits qui sont propres à chaque pharma, mais l'émergence de la cible vraiment idéale était sortie de cette mutualisation en fait des connaissances au sein de ce consortium. Donc du coup, je pense que c'est un bon exemple. On voit que oui, mutualiser la connaissance, c'est stimulant et ça permet de générer l'innovation. Maintenant, il y a plein d'autres problèmes, notamment en termes de propriété industrielle qu'on pourra aborder, qui sont à considérer forcément. Ouais. Moi, je vais donner la vision du côté académique dans ce contexte-là. Et il y a un grand mouvement dans la recherche académique qui est plutôt salutaire. Tous nos financeurs, c'est la puissance publique qui finance beaucoup la recherche très fondamentale. Et il y a de plus en plus de demandes, et c'est tout à fait légitime que les données des projets soient mises à disposition au public, donc public au sens large, les résultats des projets, les approches et les publications scientifiques. Donc c'est vraiment une initiative aussi très amont à l'innovation, qui est vraiment sur la recherche fondamentale, sur l'accès à la connaissance du grand public et donc aussi de l'industrie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place depuis de nombreuses années, et on est de plus en plus confronté à cette alors j'allais dire problématique, parce que nos financeurs maintenant nous demandent, nous académiques, de mettre à disposition du public les données brutes des projets, les journaux qui publient nos articles et nos résultats nous demandent aussi de mettre dans des banques de données accessibles au public toutes les données. Donc c'est une marche en avant qui est salutaire, mais qui vient avec ses contraintes et ses coûts, ses difficultés, et il faut absorber ça. Donc ça c'est le présent clairement. Donc ça touche vraiment à la question que vous posez là, parce que là on est sur l'accès à la connaissance. Et donc derrière, qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance? Comment on l'exploite? Comment on génère de l'innovation? Et comment on protège cette innovation? Voilà, c'est une grande question. En tant qu'académique, j'ai pas vraiment de réponse là-dessus. Mais en tout cas, je soutiens fortement cette initiative d'Open Science, en fait. Concrètement, du coup, vous êtes vraiment dedans. Il y a une grande partie sur la standardisation. Oui. Alors ça, c'est l'autre dimension, c'est-à-dire que il y a la première dimension, mise à disposition des données, et après, alors on en a entendu parler dans la précédente table ronde, oui, standardisation. Après, dans la recherche, la standardisation, ça a du bon pour la valorisation derrière, mais il faut pas standardiser les systèmes
à outrance. Le vivant n'est pas standard. Oui. Donc, je pense qu'il faut embrasser la diversité, la complexité des systèmes. Parce que si on standardise, et je vous dis ça après vous avoir présenté des modèles où on essaye de tout contrôler, tout standardiser. Mais je pense qu'il faut avoir ce regard critique et cette notion en tête, c'est que voilà, le vivant n'est pas standard, donc il faut autoriser du bruit et de la complexité qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, parce que c'est aussi, ça fait partie de la biologie. Voilà, donc je répondrai à votre question par une petite pirouette sur voilà, faut embrasser aussi la diversité et la non-standardisation. Oui. Il y a potentiellement aussi, parce qu'on parlait standardisation des bases de données, mais il y a tout ce qu'il y a aussi en amont. Ça va être par exemple les méthodes d'extraction, les méthodes de séquençage. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas toujours possible de comparer les résultats de 2 études, même si c'est chez l'humain, voilà. Parce que il y a ces biais qui sont induits dès le départ, qui sont retrouvés dans les bases de données et qui du coup sont difficilement compensables par après. Donc effectivement c'est compliqué. Après au niveau du partage, effectivement tout ce qui est journaux demande de plus en plus de partager les raw data. Donc c'est je dirais une première étape au niveau du partage, parce qu'après il va y avoir tout ce qui est les données moi je parle pour les données patients, le vécu du patient, quel traitement il a reçu, quel a été le schéma d'administration, et toutes ces données-là aujourd'hui ne sont pas demandées par les éditeurs, ce qui fait que ok on se retrouve avec des tonnes de data, mais du fait qu'on n'ait pas ces informations-là complémentaires, ça complexifie l'analyse, voire la rend quasi impossible. Moi, je peux peut-être donner mon avis sur la standardisation. Effectivement, sur la standardisation, ça reste quand même essentiel, à mon sens, en tout cas, hein, pour la partie que je connais bien, qui est le séquençage, où effectivement, Mathieu le disait, on se retrouve parfois, et je crois qu'Hugo a travaillé dessus récemment aussi, avec des résultats de l'analyse de séquençage CSS qui sont réalisés par différents laboratoires et qui vont sortir des résultats quand même très nettement différents. Donc, du coup, l'interprétation biologique de ces résultats, elle peut être très différente aussi en fonction du set de données qu'on va adresser. Donc, je pense qu'il y a quand même une grande nécessité, en tout cas, d'avoir des contrôles, des standards internes qui sont vraiment utilisés dans les études et qui sont publiés en même temps que les résultats de l'étude, ce qui n'est pas encore quand même courant, hein. Enfin, j'ai l'impression que souvent Après, c'est aussi du fait que ces standards n'existent pas encore réellement. Enfin, ça commence à venir, mais il n'y a pas vraiment de standard vraiment admis par toute la communauté. C'est-à-dire qu'à mon sens, pour les résultats de séquençage en tout cas, et ça rejoint aussi la présentation qu'a faite Adama de l'outil de GeneCovery où on intègre des données CSS, je pense qu'il est complètement essentiel aussi que ces données CSS soient intégrées à l'aune de standards et de contrôles internes qui vont pouvoir valider la validité de ces données avant de se lancer dans des données dans des analyses plus complexes et dans des tentatives d'interprétation beaucoup plus complexes. Je crois qu'il y a une formule anglaise, hein, data, oui, as good as out. Ouais, voilà. Il y a plusieurs formules anglaises qui disent que si les données sont de toute façon fausses au départ, le résultat fera forcément faux à la fin. Donc, il y a cet aspect-là. Sur l'aspect de la publication des données, nous, chez BioSR, on a la chance aussi de pouvoir publier de temps en temps des articles. Effectivement, on voit de plus en plus, enfin, c'est pas nouveau, mais qu'on nous demande de plus en plus aussi de mettre en accès toutes les données qui sont liées aux études. Ça, alors, pour moi, encore une fois que je suis biologiste, ça reste des processus qui sont parfois assez complexes. C'est-à-dire que suivant le type de données qu'on a à soumettre, suivant le volume des données qu'on a à soumettre, ça peut être encore assez compliqué avec des outils qui sont pas, encore une fois, pas standardisés. Il faut interpréter, il faut souvent remplir les métadonnées à la main. Enfin, donc le processus de publication qui est déjà généralement assez lourd, on trouve encore plus alourdi et ça peut être un peu rebutant. Alors après, est-ce que des outils comme ceux de GeneCovery pourraient intégrer aussi cet aspect-là, éventuellement de publication des données, de formatage des données pour les rendre accessibles, pour les données les rendre accessibles ou les joindre à des publications scientifiques, je pense que ça pourrait être très utile parce que là aussi, je pense qu'il y a un besoin. On a un appel du pied là sur GeneCovery. Ce sont des réflexions en cours, mais à mon avis, ça pourrait être intéressant. Ouais. Je vois Adama qui lève la main. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. On peut lui passer un micro, du coup.
souvent, ça a l'air anodin. Et je pense que c'est là où aussi on s'est perdu derrière les mathématiques et aux dépens de l'usage. Dire qu'on ne remplit pas les métadatas à la main, ça a l'air anodin, mais c'est souvent très important. Quand je dis Hello Constelab, ça n'a pas l'air si anodin que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut très tôt aller systématiser l'implémentation des métadatas, sinon ça n'a pas de sens d'aller interpréter les résultats derrière. Et pour moi, l'innovation aussi passe par l'usage. Donc là, on a...